Donc Christine Ozas. Alors, un tout petit correctif, c'est que je suis présidente de l'association des Amis de Marie-Louise. Je vais vous expliquer la nuance. C'est que l'association Marie-Louise, effectivement, a été créée en 1983 par un groupe de parents fondateurs. Et elle est passée fondation en 2017. Et à l'occasion de ce passage en fondation, comme une fondation ne peut pas avoir d'adhérents, s'est créée à côté l'association des Amis de Marie-Louise pour fédérer donc les parents et les amis, les bénévoles, de tous ceux qui viennent nous rejoindre pour nous aider donc auprès dans des actions auprès de la Fondation. Alors, la Fondation Marie-Louise, c'est aujourd'hui 6 établissements, 3 masses, 2 femmes, un EHPAD et une ferme thérapeutique. Donc, nous aurons l'occasion de parler de la ferme thérapeutique puisque nos témoignages sont basés sur justement tout ce que cette ferme apporte à nos résidents. Il y a 257 résidents qui sont atteints de handicap, mais principalement de polyhandicap. Il y a de l'autisme et un centre pour la maladie d'Alzheimer. Et 300 salariés. Ce matin, donc, nous avons parlé du deuil d'accueillir un enfant réel et des différentes transitions que les familles ont à vivre dans le parcours de leur enfant, et notamment une des transitions, c'est le passage d'enfant à adulte. Donc, pour ce thème 3, nous serons 5 intervenantes, toutes mamans de jeunes adultes polyhandicapés. Et nous aborderons donc le sujet de la citoyenneté et le sujet de la capacité. Les intervenantes sont Isabelle Lafont, qui est la maman de Valentin, qui vous fera le premier témoignage sur la citoyenneté. Nadine Cambon, donc, qui fera un témoignage sur l'expérience que son fils a eue en équithérapie, justement, à la ferme. Laure Deguy, qui vous expliquera aussi ce que l'équithérapie a apporté à Fernand, son enfant. Nadine Cornillou, qui est à côté de moi, qui vous interviendra 2 fois. Une première fois pour parler de la communication. Ce matin, un médecin disait que la communication n'est pas que le langage oral, et justement son témoignage est sur le langage des signes qu'elle utilise avec son fils. Nous aurons également, donc, je pense que c'est tout. Après, c'est mon propre témoignage, si j'ai des choses à dire au cours de cette interview. Nous allons démarrer avec le sujet sur la citoyenneté et la communication adaptée. Donc là, vous allez avoir une séquence que va vous présenter Isabelle. Isabelle, maman de Valentin, et également Isabelle est en Master 2 de psychologie. Donc elle a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Bonjour. Et d'abord, merci de m'avoir invité à participer à cette journée, parce que c'est important pour nous, en tant que famille de personnes polyhandicapées, de pouvoir porter leur voix quelque part, être représentées, faire part de notre histoire, de notre témoignage. Et en ce qui me concerne là, aujourd'hui, le témoignage que je vais amener, c'est sur la citoyenneté. Puis un peu plus loin, je parlerai après de la CNV. Donc, je suis Isabelle, maman de Valentin, qui est donc un jeune homme en situation de polyhandicap depuis maintenant 23 ans, bientôt 24, il aura 24 ans cette année. Nous avons vécu successivement l'accueil d'abord en école maternelle, en ce qui concerne, on va dire, la question de citoyenneté, et puis de prendre part à la vie de la cité. Valentin
à commencer par aller en école maternelle avec une assistante de vie sociale. Ça, c'était dans notre pays de Corrèze, puisque nous sommes des éléments venus de Corrèze. Voilà, on n'est pas toulousains de souche. Et puis, quand Valentin a eu, je ne sais plus exactement, 4-5 ans, alors l'accueil en maternelle se faisait dans le cadre d'un CMPP. Donc, il était suivi dans un CMPP. Et puis, quand il a eu 4-5 ans, on a commencé à nous dire, vous savez, compte tenu de ses difficultés, de son handicap, l'intégration. Donc, je replace le contexte. Et on était en 1900, Valentin est né en 97, donc on était en 2000-2001. L'intégration dans une classe, ça va être compliqué. Il y aurait éventuellement le CESAD, mais là où vous êtes en Corrèze, il n'y a pas de CESAD, donc ça va vouloir dire pour lui eh bien Limoges et l'internat. Et ça, pour mon cœur de mère, c'était insupportable, pour la famille aussi. Donc, à cœur de maman, rien d'impossible. On s'est mis à chercher et j'ai dit, la vie ne va pas tourner autour du handicap, mais on va s'acclimater, la famille, les uns les autres, avec le handicap et faire en sorte que Valentin puisse voilà, avoir une vie qui lui permette quand même et malgré tout de garder un lien familial. Et une des structures qu'on a trouvées, où on avait vu notamment la possibilité pour Valentin de faire ce qu'on appelle la communication non verbale, dont je vais parler tout à l'heure, et qui nous plaisait bien, si je puis dire ainsi, parce que ça était, du moins sur le papier, ce qu'on voyait sur le papier, c'était la possibilité pour Valentin de continuer à aller à l'école, d'aller dans une école dite spécialisée avec les moyens de CNV. Et comme Valentin a des capacités cognitives et avait développé des capacités cognitives et avait un assez bon bilan, si je puis m'exprimer ainsi, on s'est dit, bon, mais voilà, on a rencontré le directeur, on a fait des allées et venues sur Toulouse. Et quand, donc, déménagement, j'ai quitté mon boulot, j'ai démissionné. Enfin bon, ça a été un bouleversement pour la famille, pour son frère aussi, parce que Valentin a un frère aîné qui a dû changer d'école, ses copains, voilà. Et quand nous sommes arrivés, très bon contact avec le directeur de l'école, voilà, qui nous laissait entrevoir et présager on va dire, de possibilités de développement pour Valentin, d'acquisition de certaines choses en fonction de ses possibilités, bien entendu, mais surtout d'un accompagnement, bon, voilà, qui nous semblait correspondre du moins à ce qu'on pouvait attendre, si tant est qu'on a eu des attentes à ce moment-là. Et quand la rentrée est arrivée, on a eu un rendez-vous avec des médecins que je nommerai pas, les chefs de service et puis l'encadrement de l'institution. Et là, j'avais Valentin sur mes... Non, il était sur les genoux de son papa. On était tous les trois, son papa, Valentin et moi, il était sur les genoux de son papa. Et là, le médecin en chef a pris le dossier de Valentin, son carnet de santé, sans nous poser de questions, sans même lui dire bonjour, et a regardé. Ah, ok, alors, naissance prématurée, 27 semaines et demie, ok, anoxie périnatale, ok, dilatation des corps, nanana, ok, nanana, leucomalacie périnatale, ok, polyhandicapé, je vous assure. Et là, on s'est regardé, non, moi je dis, non, c'est pas ce que j'avais compris, c'est pas, mais ça veut dire quoi? Je dis par rapport aux possibilités de Valentin, le bilan avec lequel on arrive, de ce qu'il fait en maternelle, au CMPP, voilà, on a les bilans psychomotricien, puisque à l'époque, il avait une petite voiture téléguidée qui pouvait faire bouger sur un circuit. La psychomotricienne avait adapté des contacteurs, enfin des trucs, c'était très chouette ce qu'il faisait. Avec l'ergothérapeute aussi, on a mis en place des petites actions du haut de ses 4 ans ou de ses 5 ans. Il jouait avec un trait électrique et son plus grand plaisir, c'était d'appuyer sur le contacteur quand il ne fallait pas appuyer pour faire dérailler le train et nous faire passer le train entre les... Voilà. Donc on avait ces jeux-là. Et tout ça, d'un coup, sur ce truc qui venait de tomber, je n'étais pas sûre de bien comprendre. J'insiste et je dis au médecin, puisqu'il s'agissait d'un médecin, je dis, mais vous savez, les bilans, madame, entre ce qu'on veut faire dire au bilan, et bien sûr avec une AVS, et puis en tant que parent, on sait bien, vous voyez toujours des possibilités. Nous, et il se tourne vers cadre qui était là, il dit, tu te souviens là du jeune, alors appelons-le Bertrand ou Paul, du jeune Paul là où on disait, et puis finalement, quoique il nous avait surpris hein, quand on a vu qu'il commençait à faire des phonèmes et on était à 100 lieues de se douter qu'il pourrait parler, et là moi c'était surnaturel, c'était surnaturel.
on venait d'un monde un petit peu protégé et on arrivait dans un truc où on parlait de notre fils en le comparant à d'autres qui, parce qu'ils avaient ce qui était écrit sur le papier, des résultats médicaux, ben ma foi, fallait pas en espérer grand-chose, quoi, hein. C'était violent, c'était très, très, très violent. Et à partir de ce moment-là, le combat a commencé. Là où je pensais qu'on allait dans une structure qui allait pouvoir ouvrir des possibilités à Valentin, puisqu'on parle de la citoyenneté, hein, donc d'être citoyen, droit de cité, ben le combat a commencé. Et ça a été un combat pour qu'il puisse avoir des séances de communication non verbale, ça a été un combat pour qu'il puisse avoir un équilibre autour de lui, et ça a été un combat pour lui parce qu'il a dû, et il doit encore prouver ce que lui, personne polyhandicapée, peut faire, est capable de faire. Mais c'est Valentin qui a dû s'adapter à eux. Et chaque année, quand il changeait de groupe parce qu'il n'avait plus l'âge, ou parce que ben, il y avait d'autres handicaps qui étaient intégrés, ou parce que les professionnels changeaient de secteur, ce qui est compréhensible, eh ben, on ne reprenait pas les possibilités de Valentin, mais à chaque fois, c'était une redécouverte. Et on redécouvrait ce qu'il était capable de faire ou pas. Et Valentin, du haut de ses 5 ou 6 ans, mais il avait déjà son petit caractère qui fait qu'il est comme il est aujourd'hui. Et par moments, il en avait ras-le-bol. Et donc, par moments, ben, il n'avait pas envie d'aller à l'école, de recommencer où on lui disait, il a fait pendant 3 ou 4 ans les couleurs. Mais ça le rasait, il n'en pouvait plus. Mais même nous, on n'en pouvait plus de recevoir les trucs où c'était les couleurs. Alors, rouge, jaune, bleu. Hein. Ah oui, il connaît les couleurs. Oui, on le sait qu'il connaît. Ça fait 4 ans qu'il connaît les couleurs. Il voudrait passer un peu à autre chose, les couleurs. Bon, je prends cet exemple-là et j'ai l'impression de faire ressortir que ce qui n'allait pas, parce qu'il y avait quand même des choses qui allaient bien. Mais oui, je vois sourire. Oui, bien sûr qu'il y a des choses qui allaient bien. Notamment, c'est cette arrivée sur ce grand centre qui nous a permis d'intégrer le milieu associatif, heu, d'intégrer une association. Enfin, c'est l'institution qui nous a proposé. Il y avait des petits flyers qui étaient là, sur, voilà, l'APEHD à l'époque. Et donc j'ai dit, bon Isa, tu vas pas rester avec ta misère là, tu as fait ça pour donner un plus à Valentin, tu as l'impression que c'est pas forcément un plus que, mais bon, allons rencontrer des parents qui vivent la même chose que nous. Et donc quand même et malgré tout, grâce à ça, Valentin a pu avoir une vie de citoyen, du moins par l'accès aux loisirs. Et on en parlait il y a pas longtemps, par l'accès à plein de choses grâce à cette, association, mais en dehors de l'institution, notamment au ski. Et j'aurais porté bien, bien loin celui qui m'aurait dit que mon fils polyhandicapé à l'école, à l'époque, aurait pu faire du ski. Et il a fait du ski. Moi, j'étais malade, blanche comme un linge, avec des crampes abdominales quand j'ai vu qu'on le mettait dans cette espèce de tandem ski et que surtout il prenait le truc là, le télésiège pour monter tout à fait en haut. À 3000 mètres, je dis, c'est pas possible, tu veux y aller? Oui, t'es sûr que tu veux y aller? Oui. Donc lui, il était sûr, moi beaucoup moins, mais lui, il était sûr, donc il est allé. Et quand il est revenu et que je l'ai vu, ouais, ouais, et que je l'ai vu descendre, et on m'a dit, c'est lui qui arrive. Je dis, c'est pas possible, prendre des virages complètement penchés comme ça. Là, je sais pas si la vidéo ça rend bien, mais avec les mains, les moufles qui faisaient voler la neige. Bon, enfin, il était revenu, ça faisait près d'une demi-heure, trois quarts d'heure qu'il était parti. Et quand on a enlevé le masque, il avait une banane et un sourire. Moi, ça allait un peu mieux. Quoique, tremblant. Mais vous voyez, je suis encore tremblante à vous le raconter, là, de cet émotionnel et le moniteur extraordinaire, ce gars extraordinaire. Je sais plus, il y avait François ou Xavier, je crois, je ne sais plus lequel c'est, mais extraordinaire, qui dit ça t'a plu, Loulou, c'était chouette. Et mon gamin dit ah ouais. Il dit on repart cet après-midi. Alors moi, non, mais t'en as fait une fois, il y en a d'autres à faire passer, Valentin, c'est peut-être pas. Ouais, ouais. Ben, lui, il voulait repartir. Et il est reparti l'après-midi. Donc voilà, ça, voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est ce qui a permis d'apporter aussi cette intégration et ce côté citoyen de Valentin. Donc j'étais partie par une définition de citoyen, en remontant à l'Antiquité et à la racine des mots. En fait, c'est effectivement la personne qui jouissait du droit de cité. Euh, et donc, au-delà de ça, c'est des personnes qui peuvent jouir dans l'état dont ils relèvent, dit la définition, de droits civils, politiques
et notamment du droit de vote. Et je voulais en parler du droit de vote parce que je pense que c'est quelque chose qui est peut-être passé un peu inaperçu. La nouvelle loi, enfin la loi de programmation qui s'appelle 2018-2022 et de réforme pour la justice, a restitué le droit de vote aux majeurs sous tutelle. Et je l'ignorais parce que j'étais partie pour dire qu'en fait, Valentin, du fait qu'il est majeur protégé, n'a pas le droit de vote. Or, si, c'est l'article 11 de la loi du 23 mars 2019, j'ai fait des recherches, donc de reprogrammation 2018-2022 et de réforme par la justice, qui abroge, je lis, les dispositions de l'article L5 du Code électoral et qui restitue effectivement le droit de vote aux majeurs sous tutelle. Ça veut dire que désormais, nos enfants majeurs, en situation de polyhandicap ou de handicap, peuvent voter. Ils doivent juste effectuer une demande d'inscription sur les listes électorales de la commune et selon la même procédure que les autres électeurs, ils peuvent voter. Donc, ils peuvent choisir d'aller voter dans l'urne, ce qu'il adore, entre parenthèses, puisqu'il vient voter avec moi et il s'intéresse à la politique. Contre toute attente, on ne sait pas comment il est venu à s'intéresser à ça, mais ça lui plaît. Ce qui lui plaît, c'est l'animosité des débats, surtout quand ils s'étripent un peu entre eux. Là, alors ça lui plaît. Voilà, ça c'est un truc, il écoute, il nous fait regarder les émissions, on lui met sur la 5, c'est politique, voilà, pour ne pas nommer l'émission. Et on n'a jamais trop compris pourquoi. Valentin a des capacités cognitives, des capacités d'expression, il peut répondre, il peut communiquer, il a pas mal de connaissances, mais pourquoi la politique? On ne sait pas. Toujours dit que ça lui plaît. Et que donc, quand on va voter, il est avec moi, bien sûr, il vient. Alors lui, il ne rentre pas dans l'isoloir, mais il est là avec moi. Donc les prochaines élections, je pense que je vais le faire. Je vais lui permettre d'aller voter et d'aller faire d'exercer ce droit de citoyen qui l'intéresse tant. Donc tout ça pour dire que la personne handicapée peut voter seule ou être représentée par un autre électeur qui peut voter à sa place quand elle a de grosses difficultés, comme c'est le cas de notre fils, puisqu'il n'a pas du tout d'autonomie et pas de motricité. Voilà. Et la personne peut signer sur les registres pour lui aussi. Voilà pour ce petit détour par le droit de vote, ça me semblait intéressant de le rappeler. Après, je voulais aussi faire un petit détour par les valeurs de la République. Bon, sans faire trop long et sans faire trop magistral, c'est pas mon truc, mais c'est quand même intéressant de rappeler les valeurs de la République qui sont aussi les valeurs pour les personnes en situation de handicap et de polyhandicap, bien sûr. Et la première d'entre elles, c'est la liberté. Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ouais. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, oui. Et le respect dû à la personne interdit toute atteinte à sa dignité. Et chacun a droit au respect de sa vie privée. Ça, c'est la définition, une partie de la définition de la liberté. Puis il y a aussi égalité. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, d'origine, de race, de religion. La loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Pour tous, même pour les personnes polyhandicapées. Et c'est peut-être sur cette notion-là que je vais m'attarder un petit peu plus tard. Et puis il y a aussi la fraternité. Tout citoyen français concourt à la défense et à la cohésion de la nation, quel qu'il soit, quel que soit son statut ou sa situation. Et la nation garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le droit à des congés, ça en fait partie. Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Voilà, je voulais rappeler ça sans faire trop magistral, sans faire, je ne sais pas si vous le garderez aussi, ça sera coupé au montage, comme on dit, mais, peu importe, mais ça me semblait intéressant de le replacer dans le contexte qui nous anime, de l'intervention qui m'anime aujourd'hui. Parce que pour revenir à cette définition de citoyen et donc de pouvoir jouir d'un droit de cité dans l'état dont il relève, la question pour nous, c'est comment la personne polyhandicapée peut partager ce statut de citoyen. Et j'ai l'impression, bon alors là, je fais un peu un parallèle avec, j'ai repris des études, bien sûr, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et je suis en train de finir un cursus en psycho. Et bien sûr qu'on a cette question du handicap et du polyhandicap et de considérer lui-même avec un grand H au-delà de son statut. Ça m'anime et qu'on a discuté cette question de la citoyenneté au niveau psychologique, mais c'est quand même intéressant de discuter et qu'on voit bien que cette question-là, elle sort de plus en plus dans le débat public. Il y a de plus en plus de questions de citoyens et il y a un truc qui ne tient pas, qui ne colle pas. C'est la même chose pour le lien social d'ailleurs. Bon,
en dehors du contexte actuel du Covid, mais on est quand même face à une question cruciale qui est la question de rupture d'égalité. Et rupture d'égalité, du fait de quoi? De la différence. Donc, mis en mots, dans des définitions, des déclarations de bonne intention, intégrer ou inclure, enfin, il y a des mots différents là, qui viennent sur le devant de la scène. C'est pas quelque chose qui se décrète, en fait. Le décréter, c'est bien. Le vivre, le mettre en musique, le mettre en acte, le mettre en ressenti pour la personne, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. Et c'est peut-être là-dessus que moi, en tant que maman d'un enfant polyhandicapé, j'ai envie d'appuyer aujourd'hui. C'est-à-dire que l'intention est bien, et belle, et bonne, et louable, et heureusement qu'il y a des intentions comme ça. Mais la question de l'inclusion, donc dans la citoyenneté de la personne handicapée, c'est comment elle se sent incluse, elle, reliée à son entourage, dans son environnement. C'est pas ce qui est fait, c'est pas des textes de loi, c'est pas des règlements intérieurs, c'est pas une logique gestionnaire de plus en plus des institutions, hélas, qui fait que la personne est incluse. Mais c'est comment elle se sent, c'est quel est son ressenti. Et ce qui est important, à mon sens, sont plutôt les processus à travers lesquels tout ça est mis en œuvre, en fait. Et ces choses-là, elles se vivent, elles se partagent, elles se transforment. Mais encore une fois, elles se décrètent pas, parce que humainement ou psychologiquement parlant, pour revenir à des choses qui m'animent et qui font que j'ai choisi ce cursus, fondamentalement, en fait, la manière de se percevoir, elle est reliée aux autres. C'est la question du rapport à l'altérité, c'est la question de qu'est-ce que l'autre me renvoie, c'est la question de qu'est-ce que je vois dans les yeux de l'autre, c'est la question de comment l'autre s'adresse à moi, c'est la question de qu'est-ce que l'autre me fait ressentir. C'est valable aussi pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, des études qui ont été faites là-dessus, où certes, les personnes ne comprennent plus, elles oublient, elles ont perdu la mémoire, mais elles ont toujours le ressenti. Et c'est ce qui fait que certains soignants, certains personnels auprès de ces personnes-là, qui sont animés d'intentions de soins, de donner à manger, d'hygiène, mais pas d'intention envers la personne, fait que la personne va se comporter peut-être plus ou moins de manière ce qu'on pourrait qualifier de difficile, d'animosité, voilà, d'agressivité, parce qu'elle ressent l'intention. Et pour nos enfants qui sont en situation de polyhandicap, c'est pareil. Le ressenti est très important. Et c'est pas parce que une personne en situation de polyhandicap peut être porteuse, je reprends les termes que j'ai lus dans un article, je le citerai tout à l'heure, parce que j'aime bien citer mes sources, d'une inquiétante étrangeté, qu'elle en est moins humaine. Tout petit, Valentin était dans une poussette dite orthopédique. Et on sortait comme on fait d'ailleurs encore, c'est plus compliqué maintenant parce que ça demande plus de logistique, mais on allait à la boulangerie et je me souviens, on ne pouvait pas accéder à la boulangerie parce qu'il y avait une marche, et donc il y avait des gens qui me regardaient sortir mon gamin de ma poussette et pousser la poussette sur le bord du trottoir et le prendre sur mon épaule pour le porter, parce qu'il avait il a la spasticité, donc il n'était évidemment pas comme un enfant dit classique. Et voilà, il avait des contractures. Et, et, je me souviens d'un boulangère qui dit oh, il est mignon, mais qu'est-ce qu'il a? Je dis qu'est-ce qu'il a? Je dis rien, il vient chercher le pain avec sa maman à la boulangerie, il a rien. Mais oui, mais il est. Mais j'ai dit, si ça vous intéresse, il s'appelle Valentin, c'est un petit garçon qui a 1 an et demi. Et j'ai pas répondu. Et et il y avait il y avait des mamies qui étaient là dans la boulangerie, dont une qui dit oh, mais il sourit, il a des dents. Et j'ai dit oui, vous voyez, et il a même des dents, effectivement. Ouais. Il a même des dents. Voilà. Bon, je referme la parenthèse, mais et mon gamin, quand je l'ai remis dans sa poussette, il faisait. Ceux qui le connaissent, ils savent que quand il fait, c'est pas bon signe. Et pourquoi il faisait comme ça, Valentin? Ben parce que ce matin-là, dans la boulangerie, l'intention des gens qui étaient là, qui nous servaient le pain, elle n'était pas simplement de nous servir le pain et d'accueillir Valentin dans son intégrité de petit garçon de 1 an et demi. Et c'est, je dirais, toujours le cas. Je ne veux pas faire une généralité. Valentin a la chance d'avoir autour de lui, aujourd'hui, des professionnels, des gens, il est à nouveau en institution.
sa famille, on a des amis qui le considèrent en tant que, que jeune homme doté d'une psyché et un être humain doté de capacités, de ressenti, de compréhension, euh, et qui font que il arrive à rentrer dans un relationnel, il arrive à avoir son droit de cité. Euh, mais il y a aussi la question des moyens qui sont donnés à ces gens-là. Et ça, c'est important, je pense, de le considérer quand on parle de citoyenneté. Pour être un citoyen, il faut aussi que les personnes qui s'occupent de ces personnes en situation d'être un citoyen puissent avoir les moyens et les ressources. Et j'y reviens, mais on est rentré, je trouve, je le vois aussi de par mes études, parce que je m'intéresse aussi particulièrement à la psychologie du travail, de la souffrance au travail, qu'on est rentré dans une telle logique gestionnaire, où même l'institution doit être rentable. Que, comment c'est possible quand on est 2 ou 3 professionnels à s'occuper d'une dizaine, d'une douzaine de personnes, ben, d'accorder ce temps de qualité là où ben, il faut faire avec tous, avec les différences, là où il faut faire aussi avec de l'absentéisme, pour quelque raison que ce soit d'ailleurs. Mais c'est pas facile de connaître une personne, de la connaître suffisamment, de prendre le temps de comprendre comment elle réagit, comment elle s'exprime, comment pour lui permettre, ben, encore une fois, d'être intégré et d'être considéré dans son intégrité. Voilà. Voilà peut-être ce que je voulais dire en termes de citoyenneté. Il y a bien d'autres choses à dire. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a le droit à la liberté d'expression, il y a le droit d'aller et venir, il y a le droit au respect de la vie privée, de la vie familiale, au respect du domicile, au respect de la correspondance de la personne. Il y a tellement de droits. Il y a des devoirs aussi, bien sûr. Mais c'est c'est très compliqué. C'est très, très compliqué, je trouve, euh, cette question de droit quand on la rattache à la question du polyhandicap et de la citoyenneté. Et ça fera peut-être partie de la deuxième partie de mon intervention, parce que ce droit à la liberté d'expression, je vais en parler, mais plus avec la communication non verbale. Voilà. J'irai plutôt sur ce versant-là. Voilà ce que je pourrais dire sur notre vécu de la citoyenneté pour Valentin. Bonjour, je suis Nadine, je suis la maman d'un jeune homme de 31 ans qui s'appelle Thibaut et qui est pris en charge à la Masse Coquelicot. Et le parcours qu'a eu Thibaut, c'est il a été diagnostiqué sourd profond avec des tendances autistiques et une hémiplégie gauche. À l'époque, nous étions sur Pau pour des raisons professionnelles. Et il y a 30 ans de ça, il faut se remettre dans le contexte qu'on voulait absolument faire parler nos enfants. Chose qui est extrêmement compliquée pour nos enfants sourds quand ils n'ont pas la capacité d'oraliser. Donc nous avons cherché les moyens qui pouvaient exister pour pouvoir communiquer avec notre fils. Et là, le parcours du combattant a commencé parce qu'on s'est retrouvé face à des gens qui ne comprenaient pas pourquoi on ne voulait pas que notre enfant parle. Et c'était très compliqué de leur faire entendre que pour Thibaut, oraliser, c'était difficile du fait de sa surdité. Donc nous avons monté tout un dossier et nous avons été convoqués à la DAS. Donc nous sommes arrivés un jour en commission avec mon mari et Thibaut, qui à l'époque n'avait que 3 ans. Et nous nous sommes retrouvés devant 15 personnes, docteurs, psychologues, assistantes sociales, tout ce que vous voulez, qui nous disaient qu'en tant que parents, nous devions faire le maximum pour que Thibaut puisse oraliser. Et à un moment donné, j'ai pris Thibaut dans mes bras, j'ai pris un livre, et d'habitude, quand je lui raconte une histoire, j'oralise et je fais la gestuelle, ce qui est une technique un peu particulière parce que la langue des signes et la parole, ça ne marche pas pareil dans la construction des phrases, mais peu importe. Et là, j'ai raconté à Thibaut l'histoire du livre en langue des signes. Et là,
c'est là que l'on voit que nos enfants ont la capacité de réagir par rapport à la situation. Et là, Thibaut, qui était un petit bonhomme de 3 ans, qui n'avait pas encore forcément toute la gestuelle du fait de son hémiplégie, a échangé, a communiqué avec moi dans la langue des signes, avec le peu de gestes qu'il avait. Et il y a eu un échange, une complicité qui a fait que quand j'ai terminé cette histoire, j'avais 15 personnes qui étaient bouche bée, avaient des yeux grands ouverts comme ça. Et là, c'est sorti du fond de moi et j'ai dit « Qui est l'handicapé ?» Tout ça pour leur faire comprendre que faire parler nos enfants, pour Thibaut, c'est mission impossible, mais que si je n'avais pas eu la communication en langue des signes, il n'aurait jamais pu avoir cet échange. Et c'est pour ça que depuis, je me bats pour que nos enfants soient sourds ou non, parce que pour certains enfants polyhandicapés qui n'ont pas la parole et qui peuvent faire la gestuelle, c'est aussi un moyen de communiquer. Et maintenant, dans les crèches, il y a aussi un apprentissage de la langue des signes pour nos tout petits, pour donner juste des petits mots de boire, manger, gâteau, enfin, voilà. Donc, ce qui est fait que, on n'est pas obligé d'avoir la parole pour pouvoir communiquer. Merci Nadine. Donc ensuite, nous souhaitions aborder le thème de la capacité des personnes en situation de handicap. Et pour ça, nous avons choisi donc de vous faire un témoignage sur un des établissements donc, de la Fondation Marie-Louise, qui est la ferme située à Vaquier, au nord de Toulouse. La ferme, on l'appelle la ferme Vivaldi, les 4 saisons, bon, c'est... Ça veut tout dire aussi. On parlait de mélodie ce matin. C'est vrai que c'est dans le même thème. La ferme Vivaldi a été ouverte en 2010. Sur une surface de 14 hectares, elle permet à 16 résidents en accueil de jour d'avoir des activités autour du jardin et des soins des animaux, mais aussi elle permet un accueil des résidents des 6 autres établissements Marie-Louise, en sortie en semaine avec leurs éducateurs ou en week-end avec leur famille. La ferme avec son verger, ses vignes, son potager, ses animaux, une basse-cour, des ovins, des ânes, est un lieu de promenade pour les polyhandicapés. Elle les amène à développer tous leurs sens dans un environnement serein. On disait ce matin aussi qu'il y avait besoin de beaucoup de calme autour d'eux pour qu'ils puissent progresser. Il faut un terrain propice. Le contact avec la nature et les animaux peut être considéré comme une forme de thérapie. La ferme possède également une serre avec les semis posés sur des tables à hauteur, permettant à un résident en fauteuil roulant de profiter des bienfaits du jardinage. C'est un beau projet qui demande à être encore amélioré, notamment au niveau de son accessibilité pour les polyhandicapés, afin de permettre aux fauteuils roulants justement de mieux circuler, surtout quand il a plu, entre les différents enclos des animaux et également dans le potager. Même au niveau du verger, puisqu'au niveau du verger, il y a eu des pommiers qui ont été plantés avec une variété qui permet que les pommes soient à la hauteur d'une personne en fauteuil roulant. Donc il y a ce projet d'amélioration donc, de l'accessibilité pour leur permettre d'être mis en contact avec les cultures, les senteurs et les sensations du toucher. Nous allons visualiser un film qui a été réalisé très récemment, justement autour de ce projet d'amélioration donc, de l'accessibilité. Mais ça vous permettra de visualiser donc, effectivement ce que la ferme peut apporter également à nos résidents. Et si la nature était le remède? Bienvenue à la ferme Vivaldi, située à Vaquier, proche de Toulouse. Ici,
les 4 saisons s'égrènent au rythme de la vie des résidents et selon la générosité de Mère Nature. Élevage et maraîchage cadencent l'année selon les principes de la permaculture. Prendre soin de la terre, prendre soin des hommes, partager équitablement. Le soin, mot qui résonne particulièrement à la ferme Vivaldi. Ce lieu est aussi le havre de paix et de socialisation des résidents polyhandicapés de la Fondation Marie-Louise. Chaque jour, des résidents viennent trouver à la ferme la quiétude de la campagne, l'oxygène du grand air et la richesse de la nature. Nous pouvons voir dans leurs yeux les bienfaits de ces moments au contact des plantes et des animaux, véritables médiateurs de bien-être. Ces bienfaits, pourtant, ils ne peuvent pas tous y accéder. Les sols du potager et des prairies ne sont pas adaptés à leur fauteuil roulant. C'est pourquoi nous souhaitons créer le parcours des 5 sens afin que chaque résident puisse voir une fleur de courgette éclore au grand jour, sentir la délicate odeur d'un brin de romarin, entendre le bourdonnement d'une abeille attirée par la lavande, goûter la fraîcheur d'une fraise juteuse tout juste cueillie, toucher la terre nourricière qui s'égrène entre nos mains. Soutenir ce projet, c'est distribuer concrètement à l'amélioration de la santé et du bien-être de nos résidents. C'est également remercier la nature pour les bienfaits qu'elle nous procure. Donc après la ferme classique autour du jardinage et des animaux, la ferme s'est dotée en 2015 d'un centre équestre avec 2 éducateurs spécialisés en équithérapie. L'objectif était de créer un espace en relation avec les professionnels, un espace d'équilibre autour du cheval, animal intelligent qui leur apporte beaucoup de bienfaits dans le cadre de la médiation animale. Alors chacun fait un peu à sa... ils ne montent pas tous, bien sûr, à cheval. Ils vont le toucher, le brosser, ne serait-ce qu'être mis à califourchon, à plat ventre sur le dos du cheval. Ça leur donne ça les apaise. Et donc nous avons 2 mamans qui vont témoigner, qui ont une expérience différente mais riche, l'une et l'autre, autour de l'équithérapie avec leur enfant. Donc c'est le témoignage de Nadine Cambon, qui est la maman de Pierre. La Fondation Marie-Louise s'est dotée d'une ferme et a dernièrement agrandi cette ferme en y insérant un centre d'équithérapie. L'objectif était de créer un espace en relation avec les professionnels, un espace d'équilibre autour du cheval, animal intelligent, apportant beaucoup de bienfaits dans le cadre d'une médiation animale et qui a mis à jour chez nos enfants des capacités insoupçonnées. Alors je vais laisser la parole à Nadine qui va témoigner sur ce qu'a apporté justement le cheval à Pierre, son fils, qui a maintenant, Nadine, Pierre a 22 ans. 22 ans, et qui a apporté également à sa maman, puisque c'était une équipe finalement que vous formiez tous les 2, ou tous les 3, je dirais aussi, avec le cheval, et tous les 4 avec le professionnel également. Voilà, Nadine. Oui, bonjour. Donc, et je peux rajouter aussi de temps en temps son papa, sa sœur. Donc, en fait, c'est une activité qui nous a permis de sortir de chez nous.
et donc de partager autre chose que sa maladie. Enfin, Et ça a permis aussi de révéler des capacités de Pierre qu'on ne soupçonnait pas du tout auparavant. oui. Le fait de le mettre sur un cheval, c'était impensable. On y aurait... Oui, tout à fait. La première fois où j'ai entendu parler de la ferme et de l'équithérapie, j'ai dit, mais je voyais mal mon fils sur un cheval. Il est en fauteuil, donc je me suis dit, j'avais du mal à faire un transfert. Et puis, le seul moyen, c'était d'essayer. Donc, nous avons pris rendez-vous avec l'équithérapeute. Et en fait, ça a été magique. En fait, notre fils crie beaucoup. Donc, en fait, il y a eu toute la partie toucher, préparation du cheval. Ensuite, nous l'avons donc assis sur une selle spéciale. Et puis, on est parti en balade. C'était inimaginable de sentir cet apaisement quand il était sur le cheval. Ensuite, je pourrais parler... je suis désolée, je suis un peu émue. Mais c'est surtout tout ce que ça a apporté à notre famille, en fait, parce que je pense que quand on a un enfant différent, il y a toute la maladie, tout ce cheminement dont a parlé justement Madame Tesnas. Et donc, quand on ne voit peut-être moins la maladie, quand on a accepté cette maladie, on peut avancer. Et donc, le cheval, en fait, nous a fait progresser tous ensemble, séparément, puisque de mon côté, j'ai essayé de comprendre le cheval. J'ai fait aussi ça m'a aidé à mettre le cadre avec Pierre, parce qu'en fait, mon fils, il mesure 1m70, il pèse 60 kilos, donc il crie beaucoup, il pouvait être des fois agressif, et j'avais peur, j'arrivais pas à trouver ma place, en fait. Je voyais sa maladie, et j'arrivais pas à m'interposer. Et donc, le fait que j'ai travaillé avec le cheval à côté, j'arrivais avec le cheval à me positionner. Donc, j'ai trouvé ma place, et j'ai trouvé aussi la place avec Pierre. On fait des exercices ensemble, donc quand il est sur le cheval, c'est moi qui guide, et donc il faut que je fasse confiance à mon fils. Et en fait, tous les deux, c'est venu petit à petit. Ça nous a fait grandir. Je ne sais pas si mon témoignage... Si, c'est très... moi, ce que je peux dire, c'est que pour vous avoir vu à la ferme, eh bien, c'était formidable. Je ne reconnaissais pas Pierre le même que celui qui était dans l'établissement. Hein. Il était calme, on voyait qu'il appréciait. Ça lui a fait beaucoup de bien. Oui, c'est vrai qu'aussi par rapport à la citoyenneté, quand on est parent d'un enfant en fait, qui ne parle pas, qui crie, et on peut se demander, tiens, je vais essayer le cheval, mais est-ce qu'il est à sa place? Et bon, quand on le voit dessus apaisé, quand on part de la séance, il est apaisé, il est plus calme le soir. Ça a permis surtout, en plus de se dire, tiens, si on faisait d'autres activités en extérieur, on avait déjà commencé puisqu'on a un hippocampe pour partir en randonnée, et du coup, je me serais jamais vue toute seule avec lui, en fait, partir en randonnée, et maintenant, ça arrive. On a eu un an, nous avons eu un an pour justement être à la maison ensemble, et du coup, j'ai poussé dans ce domaine, et j'ai pas peur de partir 2 heures en randonnée avec lui, alors qu'avant, j'aurais jamais osé. Voilà. Merci Nadine, c'était très émouvant, merci. Donc, je vais me présenter aussi. Merci en tout cas d'accueillir mon témoignage. Je m'appelle Laure. J'ai eu 3 enfants, dont un garçon polyhandicapé qui a aujourd'hui 24 ans. Il est né polyhandicapé, mais nous ne le savions pas au départ. Ma grossesse s'est très bien passée, il est né à terme, tout allait très bien.
Sauf que Fernand, c'est pas l'aîné, c'est notre deuxième enfant. On a une petite fille, enfin, on a une fille avant lui, et du coup, on a un petit peu comparé effectivement, ce que sa sœur faisait au même âge et on s'est posé des questions. Donc on est allé voir, des médecins parce qu'au départ, on trouvait que son regard n'était pas regardant, n'était pas fixe, quand on le regardait. Et donc de médecin en médecin, on nous a dit: Non, c'est pas les yeux, non, c'est pas les oreilles, non, c'est pas, et donc allez voir un neurologue. Et c'est là, quand il a eu donc 4-5 mois, qu'on nous a dit que, Fernand était, polyhandicapé. Alors chose, on ne s'y attendait pas du tout bien sûr, donc c'était, un peu un tremblement de terre pour nous. Surtout qu'on s'est pris ça de manière un peu brutale. Les médecins, c'était une femme, elle a plutôt fait ça pas mal, mais en même temps, on était quand même très démunis. On n'a pas eu de certes, on avait eu, des médecins auparavant parce qu'on cherchait bien, on sentait bien qu'il y avait quelque chose, mais on ne s'attendait pas à un tel problème. Et puis voilà, du coup, un avenir, complètement incertain. Enfin, on sait par contre, autant l'annonce a été faite plutôt de manière, avec délicatesse, on va dire, avec des mots adaptés pour nous, dans notre situation, mais ça n'empêche qu'on était face à un grand vide. Et puis bon, voilà, enfin, je ne vais pas raconter tout, mais ça a été forcément un parcours du combattant parce que effectivement, trouver ne serait-ce que donc il avait 4 mois, j'étais encore en congé maternité. La première difficulté, ça a été de trouver une nounou, parce que impossible de trouver une nounou qui veuille s'occuper d'un petit garçon qui n'est pas tout à fait comme les autres. Même si physiquement, tout petit, ça ne se voyait pas trop. D'ailleurs, ça faisait partie, ça me fait beaucoup rire le témoignage d'Isabelle par rapport à son petit gars de 18 mois. Moi, ça s'est venu après, ce genre de choses, parce qu'effectivement, quand il avait 2 ans, il était toujours en poussette. Quand il en avait 3, il était toujours en poussette. Quand il en avait 4, il était toujours en poussette, même si la poussette grandissait avec lui et que du coup, le regard des autres changeait parce que effectivement, il a une poussette de plus en plus bizarre. Et puis voilà, mais donc c'était assez amusant, oui, le témoignage, elle a très bien exprimé ça, Isabelle. Donc toujours est-il que, la vie a fait que ça n'a pas été simple et de faire des choses avec lui, ça n'a pas été simple non plus. Donc là, je vais témoigner plus, par rapport à une expérience qui est l'équithérapie et de ce qu'on a réussi à faire grâce à l'équithérapie. Donc le développement de sa capacité à travers l'expérience de l'équithérapie. Donc l'équithérapie ou hypothérapie, c'est une prise en charge thérapeutique qui prend en considération le patient dans son entité physique et psychologique et utilise le cheval comme médiateur et partenaire thérapeutique afin d'atteindre des objectifs fixés en fonction des besoins du patient. Ça, c'est la définition que je trouvais bien de remettre, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est que l'équithérapie. Donc on a eu beaucoup de chance d'avoir accès à cette ferme équestre et que cette ferme équestre nous propose de l'équithérapie. Fernand, dans son parcours, Fernand c'est le prénom de notre fils polyhandicapé, est allé dans un IME où ils lui ont proposé de faire du cheval. Et ça a été tout de suite un moyen pour lui, physiquement, d'être à l'aise. Et donc, du coup, on a essayé, quand il est passé en masse, de trouver une solution pour qu'il puisse continuer à faire du cheval. Et ça s'est transformé, en fait, en équithérapie. Donc, pour nous, d'aller donc faire ces séances d'équithérapie, ça se traduit par aller faire une activité ensemble, ce qui n'est pas facile avec lui, d'avoir une activité et donc de faire du cheval de manière adaptée. Et cette activité, elle s'organise dans des conditions optimales car les séances sont encadrées par des professionnels, des personnes de confiance, bienveillantes, vis-à-vis de notre fils et de nous. Et c'est important de préciser cette bienveillance parce qu'elle n'a pas toujours été le cas dans notre parcours. C'est donc grâce à ces conditions optimum que nous avons pu faire équipe, notre fils, les professionnels et nous parents. Faire équipe, c'est pas une chose facile
pour nous en tout cas. Et c'est pas une chose facile parce que nous parlons toujours et décidons toujours pour lui, pour Fernand. Il est non-verbal, il a pas les capacités de communication quand on ne le connaît pas. Et donc avoir une activité sur la durée avec quelqu'un dont la communication est difficile, c'est forcément compliqué. Et donc c'était vraiment intéressant de pouvoir mettre ça en place. Donc on a réussi, il me semble, à se donner les moyens pour oser faire et s'autoriser à. Ce qui n'est pas une évidence donc quand on a un fils polyhandicapé. Et notre rôle de parent est parfois vraiment mis à mal encore aujourd'hui parce qu'on est dans le doute par rapport à au choix qu'on fait pour lui. Donc de bien vouloir s'aider, de s'autoriser a forcément des répercussions dans tous les domaines de la vie courante, et pour lui et pour nous. Au départ, lors des séances d'équithérapie, nous avions peur qu'il se passe mal ou que ça se passe mal ou qu'on n'arrive pas à gérer la situation avec lui, avec le professionnel, avec le cheval. Surtout que moi-même, je ne suis pas très rassurée avec un cheval. C'est un animal, c'est gros, ça. Et donc les professionnels d'équilibre, donc l'association chez qui nous faisons cette activité, apportent toujours un autre regard, une autre manière de sentir, d'appréhender la situation. Et ils sont toujours aussi dans l'écoute de nos humeurs, aussi bien des nôtres que de Fernand. Et puis, ils viennent aussi avec des solutions et des aides, qu'elles soient techniques, par des gestes, des mots, des outils, pour nous rassurer, nous aider à trouver notre place par rapport au cheval, par rapport même à Fernand, quand il est ou sur le cheval ou en train de s'occuper du cheval. Qu'elles soient psychiques aussi, sur la mise en valeur de nos capacités à nous, le développement de nos sens, la mise en parole de la progression du savoir-faire et à être simplement heureux de partager cette activité, de pouvoir déployer une autre relation avec notre fils et lui de sentir en tout cas que ses capacités aussi se développent et donc quelque part sa capacité aussi. Donc nous réussissons grâce à l'équithérapie à faire ensemble, apprendre ensemble et chacun est valorisé aussi bien d'un point de vue social par rapport à la vie du club, en nous y intégrant, en nous en tant que bénévoles, notre fils en tant que personne venant au club, en tant que citoyen quelque part. Il y a ses repères, il connaît les lieux, les professionnels, il sait où aller chercher les accessoires pour préparer et monter le cheval, ainsi que lorsque la séance est terminée, il sait ce qu'il doit faire pour finir avant de partir. Nous sentons bien que c'est une grande joie quand il reconnaît la route et quand on arrive sur le site de la ferme équestre, parce qu'il sait que c'est un lieu où il y est bien. Tous ces échanges, donc toutes ces interactions par cette activité, nous apportent énormément de satisfaction et de bonheur à tous. Donc on trouve vraiment que l'équithérapie favorise le développement de la capacité de notre fils au sein de ce club, mais aussi dans sa vie de tous les jours, sans oublier aussi avec nous, que quand effectivement il y va régulièrement, on le sent plus apte à communiquer, plus apte à appréhender les choses et notre relation est plus sereine. Je pense aussi que cette répercussion de son bien-être, ce côté très positif sur son comportement, l'aide au sein de notre société et il y trouve une place, enfin, il y trouve plus facilement une place. Et pour finir, je dirais que le parcours de vie du handicap, c'est l'adaptabilité perpétuelle. Et l'adaptabilité n'est possible que grâce au développement et au déploiement de la capacité. Et jusqu'à maintenant, c'est l'équithérapie qui a apporté le plus de satisfaction à notre fils. Alors, nous souhaitons vous faire partager, ça c'était pour la ferme, c'était autour de l'équithérapie, la ferme autour de la nature et de l'équithérapie.
Et nous souhaitions aussi vous faire partager une expérience de collaboration entre les professionnels et les familles au sein des établissements Marie-Louise. C'est la kermesse. Bon. Depuis, ça fait combien de temps maintenant ? 4-5 ans, 5 ans, quand on a démarré la kermesse. Donc il y a une kermesse qui se tient annuellement, malheureusement pas l'année dernière, puisqu'il a fallu, j'ai mis hors période Covid, il a fallu l'annuler. Elle se tient un vendredi après-midi dans le parc de la Masse de Grattentour. Alors sa spécificité, c'est qu'elle est organisée par les parents qui imaginent les stands, qui vont ensuite les installer. Donc on arrive le vendredi matin, il faut tout installer, voir pour que même les fauteuils puissent accéder à tous les stands et tout. Et puis on tient les stands l'après-midi. Les parents accueillent les résidents avec les professionnels et les familles qui souhaitent accompagner leur enfant à cette occasion. C'est un moment d'échange riche dont va vous parler Nadine. Alors, comme vient de le dire Christine, chaque année, la kermesse est très attendue par nos résidents. Pour que cette journée soit réussie, nous sollicitons l'aide des parents, des professionnels et des bénévoles pour la mise en place des stands et l'encadrement des activités. Pour permettre à tous les résidents de participer, certains aménagements sont nécessaires. Exemple, le stand de pêche au canard, où nous devons surélever le bassin pour pouvoir permettre aux fauteuils d'accéder au maximum pour que les résidents puissent, avec des cannes à pêche adaptées, c'est-à-dire qu'on les a allégées, on les a aimantées, de façon à ce qu'ils puissent attraper les petits canards. Il y a aussi une calèche qui a été réalisée et financée. C'est une calèche d'une grande technicité qui a été adaptée justement pour permettre aux fauteuils roulants de pouvoir monter sur cette calèche. Donc ils ont adapté une rampe d'accès, ce qui fait que les fauteuils peuvent monter et les résidents peuvent profiter de cette promenade dans leur fauteuil. Ensuite, c'est un stand de tatou où je participe maintenant depuis 4-5 ans. Donc, la pose d'un tatou nécessite l'utilisation de l'eau et d'une éponge, 2 éléments qui viennent en contact avec la peau, ce qui peut devenir très compliqué pour certains résidents. En effet, il faut leur faire choisir le tatou, leur demander s'ils sont d'accord pour mouiller la main ou le bras avec une éponge, ce qui déclenche bien souvent des cris, des rires. Mais aussi une main qui se détend et un regard qui en dit long. Le moment le plus intense pour moi, c'est de découvrir les expressions de nos résidents lorsqu'un papa bénévole les prend en photo avec leur tatou et leur remet en suivant la photo imprimée. C'est une incroyable adaptation qu'ils fournissent pour gérer leurs émotions qui sont parfois très fortes. Des sourires qui en disent long sur la joie que leur a procuré ce moment intense. Le moment ultime pour nos résidents, c'est le passage au stand des lots qui termine le parcours des différentes activités. Ce stand est composé de nombreux lots donnés par les parents et bénévoles de l'association. Un grand émerveillement se lit dans leurs yeux et le choix est parfois difficile. Pour clôturer cette belle après-midi de fête, tous les participants sont invités au lâcher de ballons multicolores. Je rajouterais que c'est vraiment un moment riche dans le sens où il y a parents, professionnels et parents qui sont aussi obligés d'adapter des activités pour d'autres polyhandicapés que leurs propres enfants. Donc ça amène à imaginer, à comprendre aussi la problématique des professionnels qui sont confrontés à plusieurs polyhandicapés. Voilà, ça c'est le stand de pêche avec des petits canards en papier qui ont été faits et un aimant dessus pour que ce soit léger, parce qu'autrement ils n'auraient pas la force de soulever le canard le petit canard qui sort de l'eau.
Voilà, ça c'est un papa et c'est une maman qui est derrière le stand qui le tient. Donc avec son fils, c'est pareil, c'est un aimant à coller sur la vache. Voilà, alors là, c'est une professionnelle qui tient un stand. C'est intéressant aussi parce que on leur propose, dans le cadre du Conseil de la vie sociale, on en discute et on a une professionnelle là qui est volontaire pour tenir et imaginer ce stand de psychomotricité, on va dire. Voilà, et ça se termine par le lâcher de ballons. Donc, on les gonfle à l'hélium le matin, et puis on leur donne tous la ficelle en espérant qu'ils vont attendre le top pour lâcher la ficelle. Et bon, ils sont contents. Voilà, c'est un moment de partage. Ça me fait penser à l'intervention ce matin du COMS. Bon, ils n'ont pas 0,6 ans, mais ils ont 18 ans, on va dire 70 ans, mais ça permet quand même de faire des activités entre parents et professionnels avec les enfants, et ça fait du bien à tout le monde. Voilà, c'était le témoignage donc, que nous souhaitions faire sur le thème 3. Donc, en conclusion, je dirais que nos enfants, ils ont plus de capacités que ce que nous pensons parfois, qu'effectivement, la communication, c'est pas que le langage oral. Et bon, j'ai bien aimé ce que disait Madame Stesnas ce matin, que c'est les soutenir pour leur permettre d'exprimer leur mélodie.